Bonjour et bienvenue dans cette 8e émission de Graines de terroir. Un sommaire éclectique puisqu'on y parlera d'huile essentielle, de carrosserie, de vendanges pédagogiques pour finir avec une des nombreuses facettes de l'identité pastorale de notre département. C'est au cœur de la route des saveurs et senteurs à Man en Provence que l'Institut des huiles essentielles a depuis le mois de juillet ouvert ses portes. À Man en Provence, depuis le mois de juillet, à l'Institut des huiles essentielles, Floram, un jardin botanique dessine sa géométrie odorante tel un carton d'invitation sensorielle et pédagogique. Sa principale fonction, c'est de montrer aux gens les plantes qu'on peut produire pour faire des huiles essentielles en fait. Et c'est classé par thème, donc vous avez les répulsives, plusieurs thèmes drainantes, ce genre de trucs. Vraiment, c'est pour permettre aux gens de savoir ce qui se distille ou pas. Et après, en fonction de la plante, on va préciser à la personne si on distille la fleur, la feuille, l'écorce. Donc c'est purement pédagogique, quoi. Donc les plantes ont les 4 mois d'existence grosso modo. Donc déjà la plantation, tout a été bio. Dans les produits d'entretien, on n'utilise quasiment rien à part peut-être un peu de bouillie bordelaise parce que ça rentre dans l'agriculture biologique. Et sinon après c'est tout à la main, désherbage à la main, à part la tonte qu'on fait avec une machine. Ou sinon tous les produits sont bio, les engrais vont être bio parce que ça c'est en préparation pour le printemps. Traitement tant qu'on peut. On va essayer en bio, désherbage pareil, tout à la main. Donc on reste vraiment dans la tradition. La tradition, à qui le cuivre d'un vieil alambic rend hommage, a écrit la méthode pour extraire l'huile essentielle avec art et surtout le tout nouvel alambic pour la plus grande satisfaction des producteurs locaux. Eh bien, je suis venue donc faire une distillation de verveine. Je suis productrice de verveine à Forcalquier, 100% naturelle. Et c'est une première distillation ici aux Instituts d'huile essentielle à Floram, à Man. Jusqu'à présent, je faisais distiller ma verveine hors du département, donc avec beaucoup de kilomètres, qui ne rentraient pas donc dans l'éthique de notre entreprise. Et là, aujourd'hui, on peut donc venir distiller à 3 km de Forcalquier. Pendant que les fleurs et plantes se laissent traverser par la vapeur d'eau, les abeilles jouent les maîtresses d'école. Donc il y a ici 3 ruches dans l'idée d'installer un rucher pédagogique en lien avec l'Institut et le jardin mellifère qui a été planté cette année. Et de montrer la corrélation avec les traitements qu'on utilise contre le varroa, qui est le pouls de l'abeille, et qu'on soigne avec différentes huiles essentielles. Ces huiles essentielles, pour révéler leur trésor de bienfaits pour la beauté et la santé, font l'objet de toutes les attentions du laboratoire Recherche et Développement. Le service R&D est situé au premier étage du bâtiment des Condamines. Et notre travail comporte 2 volets majeurs. D'une part, le travail sur les huiles essentielles. Nous faisons des essais de distillation à l'échelle du laboratoire avant de passer sur des distillations plus importantes. Et le deuxième volet important est la mise au point de tous les cosmétiques de Floram, c'est-à-dire que nous mettons en œuvre tous les ingrédients qu'on nous demande d'incorporer dans des projets de formules. Et nous les réalisons sur les outils que vous voyez à côté de moi. Ces produits sont bien sûr suivis de très près quand tout ce qui s'agit de la sécurité et la qualité. Nous avons également un deuxième laboratoire qui est à côté pour gérer la stabilité et répondre à toutes les contraintes réglementaires. Donc l'ensemble des formules est créé et validé sur ce lieu. Et qui, bien sûr, se trouve dans l'espace de vente dédié. Alors on retrouve ici en fait plus d'une centaine d'huiles essentielles biologiques, agriculture biologique, certifiée agriculture biologique, certifiée aussi Cosme Bio et le label européen d'agriculture biologique. Alors, au sein de la boutique en fait on a beaucoup de demandes au niveau des clients qui sont très curieux pour savoir comment on utilise les huiles. Donc on leur donne un maximum d'informations sur les précautions à prendre. D'ailleurs, on est formé par un médecin, aromathérapeute, phytothérapeute qui s'appelle Fabienne Millet et qui nous donne tous les 3 mois une formation au sein de Floram
pour vraiment être au niveau et répondre au maximum à l'attente des clients qui connaissent parfois malheureusement pas très bien les huiles, ils savent pas trop bien les utiliser. Voilà, donc on essaye au maximum de répondre à l'attente des clientes, à leur curiosité et à leur intérêt. L'intérêt, c'est aussi l'offre de l'expertise délicate du soin sur place. Donc au sein de l'Institut Floram, en fait on a un espace de soins où je fais des soins visage, des massages, des beautés des mains et des beautés des pieds, et aussi des épilations à la cire bio et naturelle, voilà. Différents types de soins. Les huiles essentielles, pour moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas vraiment et je suis émerveillée de venir ici parce que ça m'intéresse. Quand pédagogie, sécurité et progrès font bon ménage. On vous emmène au sein du lycée des métiers de Manosque où la section carrosserie a livré une voiture puzzle aux sapeurs-pompiers des Alpes de Haute-Provence. Au lycée des métiers Martin Brett à Manosque, cet après-midi-là, dans l'atelier carrosserie, l'uniforme des pompiers et la cravate protocolaire ont quelque peu modifié le dress code habituel du bleu de travail. L'événement était d'importance. Il s'agissait de la livraison au service départemental d'incendie et de secours des Alpes de Haute-Provence d'une voiture puzzle destinée à l'apprentissage de la désincarcération. L'originalité de cette réalisation, inscrite dans un projet pédagogique de 2 ans, est de pouvoir désosser et remonter une voiture en quelques secondes, et ce, à volonté. Ce projet de sécurité routière, qui va permettre à des jeunes pompiers de sécuriser leurs gestes et d'être plus performants en cas d'accident grave, vient valoriser le travail des lycéens et la qualité de la formation prodiguée. Disons que le cahier des charges est quand même un peu complexe, puisqu'il faut d'abord prendre le véhicule dans l'état dans lequel il se trouve, il faut complètement le déshabiller, il faut le couper à certains endroits et pas dans d'autres, parce que sinon c'est un véhicule qui va se déstructurer, donc il faut quand même qu'il reste solide, et en même temps que les apprentis pompiers puissent l'ouvrir pour pouvoir répéter 10 fois, 20 fois le même exercice, parce que le capitaine des pompiers le disait bien, 10 secondes, 20 secondes de gagner, surtout ne pas aggraver la situation d'un blessé grave, c'est déjà eux leur mission première. On a tous très bien travaillé dessus, on s'est très bien amusé, c'était vraiment extra. Ça a été très intéressant au point de vue pédagogique. Ça a permis de bien apprendre à souder, mastiquer, poncer. Ça a permis de vraiment bien apprendre le métier et bien progresser. C'était bien, c'était un peu dur au début. Après, au fil du temps, c'était bien. On a bien appris des choses. Voilà. L'engagement de l'établissement à nouer des liens étroits avec la réalité du monde du travail trouve un large écho auprès des professionnels du secteur. C'est important d'accueillir un maximum de jeunes. Nous, on a toujours favorisé déjà l'apprentissage parce que c'est évident que c'est quand même sur le terrain qu'on découvre et on apprend beaucoup auprès de gens formés. Et nous, 85% de nos salariés aujourd'hui sont des gens qui sont rentrés par l'apprentissage et qui sont restés chez nous. Donc la formation, voilà. Maintenant, je sais que le LEP est un très bon établissement parce que tous les stagiaires, alors là, donc c'est du stage, c'est des stages de courte durée, on va dire, mais tous les stagiaires qui viennent, on voit qu'ils sont bien formés, quoi. Donc je suis contente de découvrir où ils travaillent. Voilà. C'est le deuxième véhicule, donc on s'est servi de la première réalisation qu'on avait faite conjointement avec le lycée et on a effectivement amélioré au travers d'un cahier des charges les éléments techniques nécessaires pour un bon apprentissage et pour essayer de coller au plus près de la réalité d'une intervention de sapeur-pompier. En cette période de vendange, au domaine de la Blaque à Pierrevert, nous allons découvrir une initiative originale et pédagogique du lycée hôtelier Paul Arène de Sisteron. Au mois de septembre, Pierrevert, au sud de Manosque, déroule ses coteaux ensoleillés, chargés du fruit mûr, prêt à se laisser vendanger dans les règles de l'art. L'art, qui a donné ses lettres de noblesse, AOC, appellation d'origine contrôlée, à ce terroir d'exception. Alors là, on est dans une de nos plus belles parcelles de Syrah.
C'est ce qui permet de faire la meilleure cuvée du domaine, la cuvée collection. D'accord, donc là vous avez de la main-d'œuvre en. Voilà, donc aujourd'hui c'est une grosse équipe puisque j'ai mon équipe habituelle, donc à peu près 25 personnes. Et puis nous avons l'école hôtelière de Sisteron. Donc nous organisons un partenariat tous les ans où donc les jeunes viennent nous rendre visite. Donc en 2 groupes. Un groupe est à la cave et moi avec mon mari, et moi j'ai un groupe qui vient vendanger. Donc ça permet d'échanger sur notre métier, de leur apprendre aussi le travail de la vigne et du vin. Donc c'est un échange et c'est bien sympathique. Concentrés, appliqués, les vendangeurs d'un jour savourent ce moment à l'extérieur de la salle de classe. On a la chance de faire cette petite journée dans ce domaine parce qu'en partie on travaille cette année sur la vinification de vins blancs, rosés, rouges. Et on nous a proposé de faire ça une journée pour voir comment ça se passe dans la vraie vie. On voit la fabrication d'un vin, on voit du début à la fin, au lieu de le voir directement en bouteille. Donc c'est franchement très attrayant. Pour le raisin, le temps de la paresse au soleil est terminé. La faute au bataillon de sécateurs, sans pitié pour les grappes, ni d'ailleurs pour les mains des jeunes lycéens. Une ampoule avec le sécateur, à force de couper. Se courber l'échine au milieu du généreux cépage est un événement que certains ne manquèrent pas d'immortaliser. Pour filmer les vendanges qu'on fait cette année, pour pouvoir après avoir des souvenirs et pour pouvoir m'en resservir pour faire un exposé ou quelque chose comme ça. Les seaux se remplissent dans une joyeuse ambiance et les pauses, toujours un peu trop courtes, permettent d'apprécier le travail accompli. Pendant ce temps, quelques kilomètres plus bas, c'est à l'ombre de la cave que la connaissance du travail du vin s'apprend sous la férule passionnée de Christian Kraus. Depuis 4 ans, j'organise des vendanges avec les élèves de première bac techno. Donc ils sont à la fois en cuve comme on est actuellement, et ensuite ils partent vendanger sur le terrain avec Madame Delsuc pour découvrir le monde du vin. Cette visite et ce travail, parce qu'en fait ils font pas qu'une visite, ils travaillent réellement, c'est qu'ils se rendent compte d'où vient le vin. C'est un produit qu'ils vont avoir à utiliser dans leur vie de restaurateur, de serveur, de cuisinier, et rien de mieux que de venir voir sur place d'où vient le produit qu'on utilise en cuisine ou en salle. D'où vient le vin et surtout où il va. Manifestement, cette journée originale et pédagogique pour ces futurs professionnels de l'hôtellerie et de la restauration fut un succès. Le vin qui est fait ici, on en vend certains dans notre lycée. Du coup, on est venu voir comment c'était fait, d'où ça venait, les plusieurs façons dont c'était fait. Oui, ça peut être enrichissant. Après, on peut en parler avec des personnes extérieures, ça fait de la culture. Moi, je préfère la cuisine, mais pour ma culture personnelle, moi, ça m'intéresse, donc voilà. Je préfère la pâtisserie, mais j'aime bien le vin quand même aussi. Tout en s'adaptant aux évolutions de la société, les éleveurs ovins ont su conserver le caractère authentique de l'élevage de Provence. La transhumance, qui fait partie du patrimoine provençal, demeure un phénomène économique et social considérable. La transhumance exprime avec force l'identité pastorale provençale. Mais aujourd'hui, n'est-elle pas qu'une relique du passé? La transhumance est-elle une pratique traditionnelle tournée vers le passé? Alors effectivement, c'est une pratique traditionnelle qui s'est construite et réalisée depuis, on va dire, des millénaires. Pour autant, c'est une technique, c'est une conduite de troupeau qui reste moderne, qui reste adaptée à la situation actuelle de conduite des troupeaux, puisque les éleveurs ont toujours effectivement besoin d'aller chercher cette ressource, notamment l'été, puisqu'on a une ressource de qualité très intéressante, dans les alpages notamment, qui permet donc d'avoir finalement de conduire des animaux dans des conditions satisfaisantes avec des ressources de qualité, une herbe qui reste plus fraîche, mais il n'y a pas que de l'herbe puisqu'il y a aussi des broussailles qui sont utilisées. Et donc ça, c'est quelque chose qui reste complètement moderne, d'autant plus qu'un certain nombre d'améliorations ont été apportées, donc à la fois au niveau organisationnel, c'est-à-dire qu'on a entre autres des groupements pastoraux qui ont été mis en œuvre, c'est-à-dire que les éleveurs se regroupent collectivement pour emmener et conduire leurs troupeaux en commun.
D'autre part, on a une conduite qui est quasi systématiquement réalisée avec des bergers. Alors qu'on pourrait penser que quelquefois on laisse les troupeaux en montagne tout seuls. Non, ça n'est pas vrai. On a essentiellement des troupeaux qui sont conduits avec des bergers, quelquefois plusieurs bergers dans certaines situations. Derrière cette question des bergers se pose aussi la question du logement des bergers. Il faut savoir qu'on a à peu près entre 7 et 800 cabanes qui sont, notamment dans les Alpes du Sud, qui sont utilisées, dont un grand nombre ont été réhabilités, rénovés. Donc ils font l'objet soit de construction, soit de réhabilitation importante, avec un minimum de confort qui est réglementaire, avec des installations d'approvisionnement en eau potable, des installations photovoltaïques. Donc on a en fait toute une modernité qui est mise en œuvre dans ce cadre-là. Autre élément important aussi de cette activité, c'est par exemple l'héliportage, qui est une technique qui s'est développée dans les 30 dernières années, qui permet en fait aux éleveurs de monter rapidement tout le matériel, l'alimentation des chiens, le matériel sanitaire, toute l'alimentation des bergers, dans les cabanes d'alpage, dans des situations où de toute façon il n'y a pas d'accès avec des véhicules ou des engins tout-terrain. Les éleveurs pourraient-ils aujourd'hui se passer de cette pratique de la transhumance et quels sont les problèmes qu'engendre la transhumance? Compte tenu de ce que j'ai dit aujourd'hui, ça sera difficile, c'est-à-dire que la transhumance est donc l'utilisation soit des alpages pour la grande majorité des éleveurs l'été, soit des zones de Basse-Provence pour un certain nombre d'éleveurs de montagne l'hiver, et complètement intégrés dans leur fonctionnement et dans la conduite de leurs troupeaux, et donc ce serait très difficile. Il faut savoir que ça représente des surfaces, des superficies très importantes. Les alpages, c'est, on va dire, dans les Alpes du Sud, c'est entre 350 et 400 000 hectares. C'est en gros la taille d'un département comme les Alpes-Maritimes, ce qui indique un peu le poids que ça peut représenter. Ce qu'il faut aussi constater, c'est que non seulement c'est une activité qui est nécessaire, voire indispensable aux éleveurs, mais c'est aussi une activité, une présence des troupeaux qui est tout à fait intéressante pour le milieu naturel, pour la conservation de la biodiversité, puisque ces milieux d'alpage notamment ont été façonnés par cette activité millénaire de transhumance, et donc la qualité environnementale, la qualité paysagère de ces milieux-là est totalement liée au maintien de cette pratique de la transhumance. Cependant, on peut considérer qu'il y a une petite difficulté actuellement qui prend de plus en plus d'importance et qui pourrait obérer à terme une partie de l'activité de transhumance estivale, c'est la présence du prédateur, la présence notamment du loup et son développement très important. Il est vrai que cette question-là demande des efforts très importants aux éleveurs, notamment en termes de protection des troupeaux, puisque on peut considérer aujourd'hui que 85% des troupeaux qui sont soumis au risque de prédation par le loup sont équipés, se sont organisés pour protéger leurs troupeaux. Malgré ça, il reste toujours des dégâts très importants. Et donc en fait ça pose la question de savoir comment on va trouver des solutions fiables, pérennes, sans que forcément éventuellement des actions soient réalisées pour faire comprendre au loup qu'il n'est pas le bienvenu aux abords des troupeaux. À bon entendeur, salut. Si vous avez envie de soutenir une action, parler d'un événement ou raconter l'histoire de celles et ceux qui font notre beau département, n'hésitez pas à prendre contact avec notre rédaction dont les coordonnées s'affichent en bas de l'écran. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt sur HPI TV.